Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons avec la 18e édition du concours de création d'entreprise. Ensuite, nous irons à l'Auditorium Régnier 3 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Nous aborderons la journée de sensibilisation des scolaires au handicap. Nous découvrirons le 18e salon de la gastronomie à l'Espace Fontvieille. Et enfin, nous parlerons de la pièce Pour un oui, pour un non au théâtre Princesse Grasse. Et nous ouvrons ce journal avec une page économique. Comme chaque année, la JCE récompense les meilleures initiatives au travers du concours de création d'entreprise. Élodie Messager vous révèle le palmarès de cette 18e édition. Encourager l'esprit entrepreneurial en principauté, donner un coup de pouce aux enseignes qui viennent de s'installer, leur offrir une visibilité, les accompagner dans leur développement, tel est l'objectif du concours de création d'entreprise organisé chaque année par la Jeune Chambre économique de Monaco. Pour cette 18e édition, 19 projets ont été passés au crible par un jury composé d'entrepreneurs monégasques et de représentants des autorités gouvernementales. Il y a plusieurs critères. Il y a premièrement l'attractivité pour Monaco, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour Monaco de mettre en place tel ou tel projet. Deuxièmement, l'impact sur l'emploi, le ministre en a parlé, voilà, il faut que ce soit un projet qui puisse être à court moyen terme, je dirais, on ne dit pas immédiatement, mais générateur d'emploi. Et après aussi qu'il y ait un business plan qui tienne la route et qui puisse avoir une perspective de réussite. Parce que le but du jeu, quand on gagne un concours, c'est pas juste de gagner le concours, c'est de créer cette entreprise et qu'elle réussisse, comme M. Tomasi l'a démontré à domicile lors de son exposé. Sur les 19 candidats au départ, 6 finalistes ont été sélectionnés, mais seulement 2 ont été distingués. Le prix de la Jeune Chambre économique, qui récompense un enfant du pays, a été attribué au concepteur de Fun House, une aire de jeu pour enfants. Et le prix du gouvernement a été décerné à l'unanimité à un projet innovant, The Studnet, le premier média social à évaluer le savoir-être des étudiants en école de commerce. Notre concept, c'est de partir du principe que la compétence de demain, en matière de recrutement, c'est le savoir-être, plus que le savoir-faire, qui est très largement standardisé aujourd'hui. Donc on croit beaucoup aux valeurs humaines au sein de l'entreprise et on croit aux valeurs humaines en tant qu'atout différenciant sur le marché de l'emploi. Finalement, on opte, dans une logique de recrutement, on opte plus facilement pour une personnalité qu'un simple CV statique et froid. Sur notre plateforme d'intelligence collective en ligne, nous rassemblons des étudiants du monde entier. Le monde est à Monaco, 120 nationalités cohabitent ici. Et nous avons nous aussi notre petit monde au sein de notre communauté en ligne où les étudiants du monde entier sont représentés et j'allais dire partagent, échangent, débattent de manière harmonieuse et en bonne intelligence collective. Je suis maman de 2 enfants en bas âge, de 4 ans et de 2 ans, donc je vis vraiment dans Monaco et je me rends compte de tous les côtés positifs qu'offre la principauté, mais il y a aussi un manque par rapport aux activités extrascolaires. Donc beaucoup de familles partent sur Nice, faire des petites activités le week-end. Et moi, donc, je me suis un petit peu inspirée d'une entreprise qui fonctionne en France, limitrophe, à Nice. Et j'ai trouvé intéressant de l'adapter à la clientèle monégasque et de faire un petit espace avec des jeux qui puissent être ouverts 7 jours sur 7, où on puisse se détendre, regarder la télé si on a envie, profiter du Wi-Fi pendant que les enfants s'amusent et se défoulent entre guillemets dans ce mini-parc d'attractions. Le ministre d'État Michel Roger, présent pour l'occasion, a chaleureusement félicité les 2 lauréats qui ont chacun remporté 40 000 et 21 000 euros, de quoi donner un nouvel essor à leur projet. Tous les élèves de la Principauté s'étaient mobilisés pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Plusieurs stands et un spectacle étaient proposés à l'Auditorium Régnier 3 ce jeudi après-midi. Les détails dans ce reportage. 20 novembre 1989, Déclaration des droits de l'enfant proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. Un texte de 54 articles qui affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mobilise comme chaque année les élèves de la Principauté. Ils sont tout à fait conscients qu'ils sont heureux d'être à Monaco. Ce sont des enfants qui ont la chance d'être bien encadrés, de ne manquer de rien. Et dans le cadre de la solidarité, des solidarités, nous avons voulu les initier justement au partage. Et donc ils sont très heureux de venir en aide, de contribuer avec leurs petits moyens pour aider des enfants malheureux.
Vente de tickets de tombola, spectacles, goûters, buffets, de nombreuses actions ont été menées en cette date d'anniversaire, l'occasion de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants. De nombreuses actions en effet sont menées dans les établissements scolaires de la Principauté durant les mois d'octobre et de novembre, notamment pour récolter des fonds qui seront donc à destination des associations humanitaires monégasques qui travaillent partout sur le terrain justement à la défense des droits de l'enfant. Et puis bien entendu aussi pour être, j'allais dire, éducateur et formateur, une campagne de sensibilisation pour justement essayer d'expliquer aux autres que même dans notre pays où les enfants sont sûrement choyés, à d'autres endroits du monde, les choses sont beaucoup plus douloureuses pour eux. Quelques 400 élèves devant un large public composé de leurs parents ont donné une représentation. Chant, danse, exercice d'expression corporelle, le spectacle était articulé autour du thème de l'année Les Solidarités, un travail préparé avec motivation. C'est bien, je trouve, d'aider les personnes et les enfants. Pour les enfants, comme ça on les aide. Cette année, les fonds récoltés seront reversés à 2 associations monégasques, Fight AIDS Monaco, fondation présidée par la princesse Stéphanie, et Digital Aid qui œuvre pour l'accès à la technologie des enfants les plus démunis. Digital Aid a été fondé en début 2010. J'ai commencé en récupérant du matériel informatique en Principauté, que j'ai amené au début en Roumanie, ensuite en Afrique, en Éthiopie, au Madagascar, au Cameroun, au Maroc. Donc l'idée c'est d'offrir ce matériel informatique aux enfants défavorisés dans ces pays, surtout aux enfants orphelins ou abandonnés. Après une grande tombola pour clôturer la manifestation, les associations Fight AIDS et Digital Aid ont reçu respectivement les jolies sommes de 8 000 €. Et à l'occasion de la fête nationale, une cinquantaine d'élèves de l'école des Révoirs s'est mobilisée sur scène devant les pensionnaires du centre Régnier 3. Ils ont notamment chanté l'hymne national monégasque ainsi que 2 chansons écrites par leurs soins. 8 danseurs d'une association ont ensuite donné une démonstration. Coup de projecteur à présent sur la journée de sensibilisation au handicap à l'école des Révoirs. Cette journée avait pour thème l'accessibilité pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Émilie Rousseau vous en dit plus. Voilà 2 ans maintenant que la Principauté se mobilise pour la Journée internationale des personnes handicapées. Après la première rencontre monégasque du handicap consacrée à l'insertion professionnelle l'année dernière, l'accessibilité à Monaco était au cœur d'une journée de sensibilisation auprès des scolaires. Il s'agit de l'un des principes généraux de la Convention des Nations Unies relative aux droits des handicapés. Ce vendredi, pour la première fois, des scolaires de la Principauté ont participé à cette journée de sensibilisation. 75 élèves de 7e de l'école des Révoirs ont ainsi participé à différents ateliers pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par les personnes handicapées. Je tiens d'ailleurs à remercier le conseiller des Affaires sociales et de la Santé, M. Stéphane Valéry, le directeur de l'Éducation nationale, Mme Bonal, et toutes les personnes qui se sont impliquées tout au long de l'année dans la préparation et la réalisation de ces actions de sensibilisation au handicap. La direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports était bien évidemment partenaire de cette journée, une journée rythmée par plusieurs ateliers. Ce seront des ateliers tout à fait différents. Plusieurs animateurs bénévoles participeront donc à ces ateliers. Donc les enfants doivent se rendre compte que quand on est par exemple en fauteuil roulant, ce n'est pas si simple que de se déplacer, de faire ses courses. Il faut que les enfants touchent du doigt, qu'ils se rendent compte qu'ils doivent absolument respecter ces gens-là et leur venir en aide. C'est donc par petits groupes de 6 que les élèves vont naviguer d'atelier en atelier, parcours les yeux bandés ou en fauteuil roulant, apprentissage du langage des signes ou de l'handi-basket avec des joueurs de l'HB Le Canet. Tous les aspects de l'accessibilité étaient présentés pour confronter au plus près les enfants à la vie quotidienne d'une personne à mobilité réduite. On se rend compte que c'est pas facile tous les jours d'être handicapé parce qu'on peut pas avoir les mêmes possibilités. Enfin, sans aide, c'est plus dur de se déplacer, de s'exprimer. Voilà. C'était bien, on
voit comment une personne handicapée elle se débrouille quand elle voit pas avec les yeux ou elle se déplace en fauteuil roulant. C'était bien. Et toi, Clara, qu'est-ce que tu penses de cette journée? Qu'on comprend ce que ressentent les personnes handicapées, ce qu'ils vivent et tout. Et lors de cette journée, les enfants étaient en possession d'un livret de bord où ils ont pu raconter leur journée et répondre à un petit quiz. À noter que l'élan et la générosité est générale en principauté. En effet, depuis un an, Monaco Info propose un programme en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Et comme vous avez pu le voir dans ce reportage, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé était présent lors du lancement de cette journée de sensibilisation. Je vous propose de l'écouter au micro d'Émilie Rousseau. Je suis très heureux que cette année, donc pour la première fois, on associe les enfants, les élèves à ce thème avec des ateliers, une réflexion partagée. C'est très important, c'est évidemment l'avenir de Monaco et si on sensibilise la jeunesse, on prépare un meilleur avenir aussi, plus solidaire pour les personnes handicapées. Monaco a fait beaucoup déjà pour l'accessibilité dans les autobus, à travers le Mobibus qui transporte gratuitement à Monaco les personnes à mobilité réduite, à travers aussi les auxiliaires de vie qui s'occupent des enfants handicapés, qui les accompagnent dans leur scolarité. Mais il y a toujours beaucoup à faire et c'est important de mettre en lumière effectivement toutes ces actions et de renforcer dans l'esprit de tous nos résidents la volonté de solidarité envers les personnes handicapées. C'est le rendez-vous des gourmands. Le salon Monte Carlo Gastronomie a ouvert ses portes ce vendredi sous le chapiteau de Fontvieille. 100 exposants sont réunis pour proposer leurs produits. Élodie Messager était sur place. C'est le salon de toutes les tentations, mais aussi l'endroit idéal pour préparer ses menus de fête. Le 18e salon Monte Carlo Gastronomie, inauguré par le ministre d'État Michel Roger, rassemble une soixantaine d'exposants. Goûts exotiques ou authentiques, les visiteurs peuvent y déguster des saveurs du terroir, des spécialités des quatre coins du monde, mais aussi des produits réservés aux grandes occasions. Ce sont des champignons nobles, donc de la morille, qui vient d'Amérique du Sud, Chili, Patagonie. Elle est non traitée, naturelle, elle est excellente, elle est succulente et c'est vrai qu'un plat de Noël avec des morilles à la crème, c'est extraordinaire. Nous sommes producteurs de caviar français entre Bordeaux et Arcachon à Biganos précisément. Donc on élève des esturgeons depuis 1985 et on produit du caviar depuis 1993. On a été la première société à produire du caviar d'élevage en France. Donc la gamme va se diviser en deux produits. Vous allez avoir le caviar Diva qui est un caviar frais pur sel. Il n'y a pas du tout de conservateur. C'est un caviar qui est simplement salé au moment de la récolte et qu'on va consommer donc dans les premiers mois suivant celle-ci. Ensuite, j'ai Eben. Là, on est sur un caviar affiné, donc un goût un petit peu plus traditionnel qui ressemble plus à ce que l'on connaît déjà du caviar. C'est un caviar qui passe 3 à 6 mois en affinage sur des boîtes mères comme celle-ci d'1 kg. On le fait vieillir lentement en chambre froide et au bout de 3 à 6 mois, donc, il est reconditionné sur des 30, 50 et 100 grammes qui sont destinés à la vente cette fois-ci. Parmi les découvertes gustatives, une figue farcie au foie gras, de la gelée à la prunelle de Corée aux vertus anti-fatigue et anti-vieillissement, de délicieux macarons sans beurre, sans crème ni gluten, mais aussi un vin bien spécifique. Cette année, nous amenons les vins de M. Pierre Richard du Château Bel-Évêque, qui est propriétaire du domaine viticole depuis 1986. Voilà. C'est la première année que nous participons à ce salon, mais bon, on est agréablement surpris parce que justement, à l'instar des vins de Pierre Richard, nous avons des produits de très belle qualité. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir. Au programme de la manifestation, des démonstrations culinaires de grands chefs azuréens ou encore des dégustations de vins dans le cadre du concours chroniqueur gastronomique. Véritable invitation au plaisir de la gourmandise, le salon Monte Carlo Gastronomie se déroule jusqu'au 25 novembre. Pour un oui, pour un non, une œuvre de Nathalie Sarraute, de René Loyon au théâtre Princesse Grace. Cette pièce met en scène deux amis qui n'ont pas la même conception de vie et qui voient leur relation se détériorer. Un reportage de Dominique Poulain. Parce que j'ai dit, c'est bien ça. Oh, pardon, je ne l'ai pas prononcé comme il fallait. C'est bien ça. Oui, de cette façon, tout à fait ainsi. Avec cet accent mis sur le bien, avec cet étirement. Oui, je t'entends, je te revois. C'est bien, ça. Un mot lâché, une intonation malheureuse, et c'est toute une amitié qui se fissure et se brise. Dans une mise en scène de René Loyon, deux amis proches déclenchent une guerre fratricide
qui remet en cause leur amitié vieille de 40 ans. Et tu m'as laissé retomber en disant « C'est bien, ça ». Mais tu te rends pas compte quand même. Enfin, c'est pas parce que je me tais la plupart du temps que rien ne se passe. Oui, mais enfin là, je trouve quand même que t'as pris les choses vraiment très au sérieux, alors que c'était pas si grave que ça non plus. T'as souvent beaucoup de mal à imaginer le mal que tu peux faire. Ah bon? Mais oui. À ce point-là? Oui. Mais tu mets pas du tien non plus, toi. Enfin, ah bon? Je me permets de te le dire, parce qu'on a des vieux amis de 40 ans, comme on vient de le dire et comme on le sait. Mais quoi? Il y a des fois... Tu peux être blessant, très blessant. Enfin, c'est toi qui prends les choses comme ça. Je suis pas nécessairement blessant. Je te dis des choses, je les dis à ma façon, mais tu les prends mal. Ce sont deux conceptions de la vie qui s'affrontent. L'un choisit de vivre dans un pavillon avec famille, l'autre préfère une existence plus marginale dans un petit appartement. La pièce se concentre sur les rapports entre les gens, la condescendance, le mépris et le manque de respect. Les non-dits, les sous-entendus nourrissent les relations entre les deux amis. Ah, tu la vois donc? Tu la reconnais? Je ne reconnais rien. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Comment j'aurais pu? Avec toi? Non, mais vraiment, il faut que tu sois... Ah non, arrête! Pas ça! Pas de décor, ni d'accessoires. La scène est dédiée à la parole, avec des mots percutants, et au talent des comédiens. Quel mot? Le mot condescendant. Admets, je t'en prie, même si tu ne le crois pas, que ça y était, oui, la condescendance. Je vous propose à présent d'écouter le metteur en scène de cette pièce qui revient sur cette œuvre au micro de Dominique Poulain. Pourquoi avoir mis en scène Nathalie Sarraute? Parce que c'est un auteur que j'aime particulièrement. Elle a écrit 6 pièces et j'en ai monté 4, voilà. Et que j'aime ce qu'elle raconte, c'est-à-dire ce qui peut s'insinuer, en ce qui concerne pour un oui ou pour un non, dans une relation amicale et qui va avoir tendance à fissurer cette relation amicale. Alors qu'est-ce qui fait que quelque chose se fissure? C'est en ce qui concerne ces personnages, le fait qu'ils ont des vies différentes, mais aussi parce que il y a des griefs qui se sont accumulés depuis l'enfance. Et puis ce qui intéresse Nathalie Sarraute, c'est comment, à un moment ou à un moment précis, ces griefs apparaissent à travers des incidents de langage. Ce à quoi elle était particulièrement sensible, Nathalie Sarraute, c'était ce qu'elle appelle les tropismes, c'est-à-dire les malaises qu'on peut ressentir après une conversation avec quelqu'un, quelque chose qui fait son travail de façon un petit peu souterraine dans nos têtes, dans nos cœurs, et qui, à un certain moment, apparaît. Voilà. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce qu'il y a un petit suspense dans cette histoire, mais ces amis sont brouillés. Enfin, l'un soupçonne l'autre d'avoir des raisons de se brouiller avec lui sans qu'il puisse nommer exactement ses raisons. Il vient voir cet ami et il lui dit « Qu'est-ce que tu as contre moi ?» Et l'autre commence par répondre « Mais rien, pourquoi ?» Et puis au fur et à mesure de la conversation, on va se rendre compte qu'à partir d'un incident minime, à partir de rien, Nathalie Sarraute dit toujours « rien », ce qui s'appelle « rien », à partir de rien, on se rend compte que l'amitié de 40 ans entre ces deux hommes est considérablement brouillée, est pleine de strates, de griefs qui se sont accumulés au cours des années. Et la pièce, au fond, raconte comment, à l'occasion de cette conversation, tout va remonter à la surface, tout ce qui s'est accumulé, tous les malaises qui se sont accumulés. Puis chacun d'entre nous peut avoir fait cette expérience, au fond, des choses qu'on garde sur la patate, comme on dit, voilà, qu'on n'ose pas exprimer, qui sont de l'ordre du préconscient, comme dit Nathalie Sarraute. Et puis à un moment, ce préconscient surgit à la conscience à travers le langage, et c'est ce langage-là qui intéresse Nathalie Sarraute et qui m'intéresse aussi. Quels sont les mots pour essayer de dire ce qui est souvent extrêmement difficile à dire? Et elle fait ça avec une minutie incroyable et avec une forme d'humour aussi très particulière qu'on ne retrouve pas forcément dans ses romans. Elle disait elle-même que quand on lui a proposé d'écrire pour le théâtre, ce qu'elle a fait tardivement, elle avait plus de 70 ans, elle s'est étonnée d'ailleurs qu'on lui propose d'écrire pour le théâtre, et elle disait qu'elle s'y est mise et qu'elle y a pris un plaisir immédiat. Et elle disait, quand j'écris pour le théâtre, je me repose de ce que j'écris
avec mes romans et je me fais rire. Voilà, elle riait toute seule en écrivant ses pièces. Et effectivement, il y a une forme d'ironie très particulière dans ce qu'elle écrit. La trêve internationale terminée, le championnat de France reprend ce week-end pour le compte de la 14e journée. Monaco se déplace à Nantes ce dimanche avec l'objectif de rester sur le podium de la Ligue 1. Les explications de Dominique Poulain. Après 15 jours de trêve, les Monégasques s'apprêtent à reprendre la route du championnat et peaufinent au centre d'entraînement de la Turbie leur préparation pour le déplacement à Nantes. Qui aurait cru que le duel des promus entre le FC Nantes et l'AS Monaco donnerait lieu à une place sur le podium si le club de la Principauté était attendu à un tel niveau en raison de son recrutement. Personne, en revanche, n'aurait imaginé voir le club de Loire-Atlantique au pied du podium. D'où la prudence de l'entraîneur monégasque Claudio Ranieri. Le jeu de Nantes, c'est toujours le même, non? C'est bien, il va aller contre-attaque, comme Djordjevic, que c'est un grand bon buteur, grand joueur. Il y a beaucoup de pression dans les publics, un bon état d'esprit, un bon stade. Donc, il sera autre match comme Rennes, Lille et Nantes. Beaucoup de pression, beaucoup de jeux durs et à les contre-attaques. C'est normal. Et si le FC Nantes, fort de 6 succès lors de ses 8 dernières rencontres, n'en finit plus d'épater, les Monégasques sont bien déterminés à aller chercher les 3 points de la victoire pour rester au contact du Paris Saint-Germain, le leader. On va tout faire pour gagner et pour rester dans les 3 premiers. On a un objectif en fin de saison, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et en restant au contact de Paris et de Lille, plus le championnat s'approche de la fin, ben, on essaiera de se qualifier. Reste que les Monégasques sont moins époustouflants et donnent l'impression de ne plus maîtriser leur match. Depuis l'élimination en 16e de finale de la Coupe de la Ligue à Reims fin octobre, les hommes de Claudio Ranieri n'avancent plus. Défait à Lille et sans ressort contre Évian, les Monégasques n'ont plus gagné depuis 3 rencontres et ont dû se résoudre à voir filer le Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1. Je l'ai expliqué que le championnat français, c'est très bon parce que c'est très vite, très dur, très costaud. Hein? Donc, c'est important. Jouer bien, oui, mais jouer comme l'autre équipe jouait. Parce que si tu as un peu plus de technique, c'est important. Mais si tu as moins, comment je peux dire, agressivité n'est pas bon. Donc, c'est important la technique avec l'agressivité mentale. Peut-être qu'à le début de la saison, tout le monde était très concentré et très attentif. Et doucement, on a perdu sa concentration. La trêve internationale aura-t-elle permis à l'AS Monaco de se remettre dans le sens de la marche? Le déplacement à Nantes devrait apporter un premier élément de réponse.